faune-flore ou fonge parfois. Elles sont obtenues lors d'études commandées auprès de prestataires ou qu'on peut réaliser en interne et financées dans le cadre de différents programmes portés par le parc, financés par différents partenaires dans le cadre de programmes que peuvent être des programmes LIFE par exemple, qu'on a menés ou qu'on mène toujours, notamment sur les abeilles sauvages, d'appels à projets auxquels on peut répondre sur des thématiques Natura 2000 ou autres. On a un outil phare avec la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle les contrats de parc. C'est des contrats pluriannuels dans lesquels on programme différentes actions avec les plans de financement associés et sur des thématiques diverses, notamment la biodiversité, où on développe en fait, des plans locaux d'action, par exemple, sur des espèces à enjeu ou des groupes d'espèces à enjeu, comme le sonarantre jaune, les odonates, chiroptères ou autres. Et on est également gestionnaire de sites, réserve naturelle régionale ou site Natura 2000, et on peut mener ou financer des plans de gestion dans lesquels il y a de l'acquisition de données. Le gros défaut qu'on avait au sein de notre structure, c'est qu'on n'avait pas de base de données unique dans laquelle on regroupait toutes ces données, faune notamment, et flore également. Et du coup, ça crée des difficultés de consultation simple de notre base pour rendre des avis, par exemple, ou pour nos planifications de programmes d'action, et avec aussi le risque de perte de données, notamment les vieilles données du parc qui datent d'avant sa création, même 98, 96, donc qui sont des données uniquement présentes dans des rapports papier, par exemple, et qui sont de fait plus difficiles à consulter rapidement, quoi. Euh, donc on s'est pleinement investi dans les plateformes, notamment Fauna, par rapport à deux intérêts pour nous principaux que j'ai soulignés: l'organisation et la centralisation de la base de données du parc, donc avec du coup la création d'un compte parc sur Fauna, et avec la centralisation de tout ce qu'on pouvait y verser, et aussi, donc ça a déjà été traité, mais la partie consultation des données, c'est aussi un point important pour nous avec cette habilitation SINP qui nous est attribuée. Donc l'organisation et la centralisation des données, ça permet via Fauna, de tracer les cadres d'acquisition. Donc pour nous, le type de programme, les financeurs associés, les partenaires. Donc on a ce traçage-là, les contrats de parc, dans quel programme s'insèrent les données qui sont transférées, et du coup les jeux de données associés avec leurs définitions, leurs paramètres, quel producteur, quel protocole. Et aussi, ça permet d'insérer des données qui ont différentes structures. Quand on travaille à l'échelle des temps, par exemple, sur des polygones ou des lignes, lorsqu'on fait des inventaires sur le cours d'eau, ça c'est intéressant pour nous. Et aussi l'intérêt, c'est d'avoir l'appui technique de Fauna, des agents de Fauna qui nous aident à mettre de l'ordre dans nos données et à les intégrer proprement dans Fauna. Ça permet de répondre à aussi notre objectif, qui est de renforcer la connaissance et de porter à connaissance à la population les données environnementales sur notre territoire. Voilà, la consultation des données, ben, c'est un point phare pour nous dans la programmation, mais aussi, comme je le disais, pour rendre des avis. Les parcs sont souvent sollicités pour rendre des avis, donc quand on est animateur Natura 2000, sur des évaluations des incidences, mais plus largement sur des avis pour des projets d'implantation de centrales éoliennes ou photovoltaïques. On accompagne la mise en place de documents de planification de l'urbanisme tels PLU, PLUI ou carte communale, et on peut rendre des avis sur des permis de construire, des demandes de défrichement, par exemple, qui peuvent être sur des zones à enjeu. Et voilà, la consultation
rapide d'une base de données comme Fauna nous permet d'alerter, de mettre en garde les porteurs de projets sur les enjeux. Ça, c'est un extrait du coup à prime écran de notre compte parc sur Fauna. Donc vous pouvez voir qu'on a un peu plus de 26 500 données, 26 626 là pour ce qui est rentré, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres bases, d'autres contributeurs, mais elles sont surtout axées sur des taxons à enjeux et la force de ces données aussi, c'est qu'elles sont recueillies essentiellement par des experts prestataires ou experts internes des taxons et du coup ça donne un poids fort sur la validité des données et on voit qu'on a 31 cas d'acquisition, donc 31 programmes qui sont définis et 81 jeux de données pardon, qui sont dans cette base-là, avec différents groupes de taxons qui sont étudiés. Pour finir, sur la gestion des données du parc, différents points. Nous demandons, lors de commandes aux prestataires, de récupérer les jeux de données bruts pour pouvoir les transférer à Fauna avec les identifiants uniques des bases de données sources qui permet d'éviter les doublons. Si ça vient par exemple des plateformes Visionature, WNAT ou autres, ça permet voilà, de traiter ces doublons-là s'il y a d'autres inserts via d'autres projets avec Fauna. On a testé la possibilité de laisser la création de jeux de données dans un cas d'acquisition à un prestataire. Donc, j'ai mis un exemple avec la Société Anthropologique du Limousin qui a fait une étude pour nous et ça a bien fonctionné. Donc, ils ont pu créer le jeu de données. On avait créé le cas d'acquisition et on a laissé les droits pour créer le jeu de données. Et donc ça s'est bien passé. Le jeu de données a été inséré, rattaché à notre cas d'acquisition. Ce qui est important, c'est que nous souhaitons garder la main sur nos cas d'acquisition, ce qui permet d'avoir un regard complet sur tous nos programmes qu'on a financés et les études et les données associées. Et je mettais un point important qui est à traiter et à travailler avec Fauna, c'est comment éviter justement ces doublons lorsque des jeux de données peuvent arriver via différents programmes sur Fauna ou des flux directs, par exemple, que peuvent avoir nos partenaires ou prestataires entre leur base de données et Fauna. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation. Hop. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vu l'heure, on va enchaîner directement sur Vienne Nature. Alors, Sarah et Miguel, je ne sais pas si vous êtes connectés. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon. Très bien. Donc, il faut que je fasse partage d'écran. C'est ça. Alors, attendez. Je reprends le document. Hop. Excusez-moi. Hop. C'est bon, je pense. C'est bon, on voit votre écran. Vous pouvez mettre en plein écran si vous voulez, mais autrement c'est bon, on voit la présentation. Oui, je sais pas trop comment. Bon, je zoome un peu et puis ça ira bien. C'est bon. Ok, très bien. Donc, du coup, je vais vous présenter un petit peu, juste succinctement, Vienne Nature. Donc, on est une association de protection de la nature. Hop là. On a été créé, donc l'association, sous le nom de Société Poitevine de protection de la nature, donc il y a plus de 50 ans. On compte aujourd'hui, donc à l'association, 13 membres du conseil d'administration et 11 salariés. Qui sont donc des chargés d'études
naturalistes, des animateurs nature, mais également d'autres salariés en lien avec la communication et la comptabilité. Nous sommes une association qui est affiliée à une association régionale qui est Poitou-Charentes Nature. On répond à des missions d'éducation, de connaissance et de protection de l'environnement. Donc, les missions d'éducation sont assurées par notre animatrice qui met en œuvre des missions d'éducation environnement auprès du grand public ou de scolaires. Les chargés d'études sont également amenés à faire des animations nature, mais c'est principalement notre animatrice qui met en œuvre cette mission. Des missions également de connaissances, en lien notamment avec la mise en place d'études faunistiques, donc hors avifaune, qui est plutôt sur notre territoire de la Vienne, réalisée par nos collègues de la Ligue de protection des oiseaux, et des inventaires également floristiques, donc sur tout le département de la Vienne. Et des missions aussi de protection en mettant en place, en participant plutôt à des débats publics en lien avec l'agriculture, en tout un tas de thématiques en lien avec l'environnement. Quelle est notre utilisation de l'outil SINP régional qui est donc nous l'OBV-NA en ce qui me concerne. Donc on l'utilise dans le cadre d'études floristiques, donc de 3 manières. La saisie de données floristiques avec l'outil relevé floristique ou phytosociologique. Ce qui est intéressant dans cet outil et ce qu'on apprécie, c'est notamment les champs, les nombreux champs qui sont disponibles dans le formulaire de saisie, ce qui nous permet ensuite, lors de l'extraction de nos données, d'avoir plein de champs à renseigner et qui sont très utiles pour nos rapports d'études, notamment les tableurs phytosociologiques que l'on n'avait pas forcément dans notre précédente base de données, qui sont vraiment appréciables et faciles d'utilisation, et un format SIG également. Et troisième utilisation de l'outil, c'est la consultation des données floristiques avec une échelle détaillée, et aussi la consultation des statuts d'espèces, voilà, qui nous permet au jour le jour de pouvoir consulter toutes ces informations. Ça sur le territoire de la Vienne, donc l'échelle détaillée sur le territoire de la Vienne, par l'utilisation de l'outil cartographique et la consultation, extraction des données. Notre contribution dans cet outil, donc plus de 250 000 données qui ont été collectées par l'association et notre réseau de bénévoles. Cette forte contribution a notamment été réalisée par la réalisation de grands programmes d'inventaire à l'échelle de l'ensemble du département. Nous avons notamment mis en place dès 2020 un deuxième grand programme d'inventaire mené par Poitou-Charentes Nature, donc par l'association Vienne Nature qui est la délégation départementale, mais aussi par les autres associations de l'ex-région Poitou-Charentes. Donc on n'est pas les seuls sur la région, l'ex-région, à avoir contribué dans ce programme. Donc on a pu du coup collecter plus de 9000 données. Un inventaire également sur les zones humides, donc l'inventaire et la caractérisation des zones humides au sein des différents bassins du territoire, en lien notamment avec les contrats territoriaux milieu aquatique. Donc on est à ce jour 3 salariés à travailler sur cette thématique, ce qui nous a permis notamment de collecter jusqu'à aujourd'hui plus de 10 000 données sur la thématique, puisque l'inventaire des zones humides passe par deux aspects, l'inventaire floristique mais également pédologique. Donc l'aspect floristique prend une grande part dans la contribution dans l'OBF. Et enfin, un programme qui a été initié en 2020 sur le territoire de Grand Poitiers, communauté urbaine,
qui est une communauté de communes, qui est l'inventaire des bords de route afin d'évaluer la richesse floristique de ces habitats, enfin de ces potentiels habitats, avec du coup la réalisation de relevés floristiques exhaustifs ou plutôt semi-exhaustifs sur ce territoire de la communauté de communes, qui nous a permis de récolter plus de 7000 données. Donc par rapport à notre contribution et aux différentes années depuis 2016, pardon, excusez-moi. Donc c'est vraiment en 2016 qu'on a commencé notre contribution à l'OBV, puisque il y a eu un partenariat entre Poitou-Charentes Nature et le Conservatoire botanique national sud-atlantique, pour intégrer notamment les relevés floristiques que nous avions réalisés avant 2016. Donc c'est pour ça qu'en 2016, on a eu une très très grande contribution, puisque toute notre base de données WNAT et FNAT que nous utilisions a été transférée sur le SNP régional. Donc c'est en 2017 qu'on a commencé à Vienne Nature à utiliser l'OBV en tant qu'outil de saisie. Et progressivement, on a augmenté notre contribution, et notamment ce que je disais juste avant, grâce à la mise en place de programmes à grande échelle. Donc en 2020, on a commencé le programme Messicole et Zone humide. Et en fin 2021, on a continué ces programmes-là. On a commencé le programme bord de route. On a eu un salarié supplémentaire, c'est pour ça qu'on a une grande contribution, et aussi, avant tout, une deuxième intégration de notre base de données qui n'avait pas été, donc un complément de l'intégration de 2016 pour les données qui n'avaient pas été intégrées, donc de nos inventaires de 2015 et 2016. Et en 2022, voilà, notre saisie est en cours, mais voilà, ça restera un peu plus bas que 2021 puisque on a intégré un maximum de données des études précédentes. Normalement, c'est fait. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Ça a été succinct. Voilà. C'était parfait. Merci beaucoup, Sarah. Je ne sais pas si... Non, pas de questions dans le chat, en tout cas. Merci beaucoup. On va enchaîner avec le prochain témoignage, du coup, avec le Conservatoire d'espaces naturels. Donc, Pierre-Yves, je ne sais pas si Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez le partage d'écran activé. C'est Thomas Gachet, là, qui est également là, qui va commencer la présentation. Je pense que tu peux partager. Bonjour Thomas. C'est bon par l'affichage, par contre, Thomas, on ne vous entend pas. Tout à fait, merci. On va vous présenter donc avec Pierre-Yves le travail qu'on mène avec le SINP, avec le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Je vais me présenter, puis Pierre-Yves, tu te présenteras peut-être un peu juste après. Je suis Thomas Gachet, administrateur des bases de données. L'intitulé de mon poste va peut-être pas parler à tout le monde. On peut dire en gros que je suis en charge de toutes les données métiers produites par le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, de la saisie jusqu'à la valorisation des données, ce qui permet notamment de pouvoir sortir tous les chiffres et les indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, Pierre-Yves Gourville, moi je suis chargé de projet au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine également. Et donc, essentiellement sur la coordination du plan national d'action en faveur des papillons de jour. Donc, je vais vous présenter un des outils qui a été développé avec le SINP, donc l'Atlas des papillons de jour, juste après la présentation de Thomas. Il n'y a plus ton micro, Thomas.
tu peux. Ouais, merci. Donc, je vais présenter très rapidement voilà, le CEN Nouvelle-Aquitaine. On est une association loi 1901, créée en 1992. On est membre aussi de la Fédération des CEN, la FCEN, au niveau national, ce qui nous permet d'être agréés par l'État et la région. Nos missions s'organisent autour des 5 axes qui sont notés ici. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'axe connaissance. On peut voir qu'il est vraiment primordial pour nous. Il est essentiel et incontournable pour assurer, alimenter les 2 axes suivants qui sont protégés, c'est-à-dire qu'on va faire de la maîtrise foncière ou d'usage sur les espaces naturels, sur les parcelles cadastrales, et grâce à la connaissance. Et ensuite, une fois qu'on a la maîtrise des parcelles, on va pouvoir mettre en place une gestion qui permettra notamment le maintien de la biodiversité. Ça, voilà, c'est les 3 axes majeurs. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop le temps. Quelques indicateurs clés sur ce MFU, donc la maîtrise foncière ou d'usage du CEN. Les chiffres arrêtés à la fin de l'année 2021, on a, comme vous pouvez le voir, 19 000 hectares en maîtrise foncière ou d'usage, qui sont répartis sur à peu près 690 sites gérés. Vous avez la répartition sur la carte ici. Et sur ces 19 000 hectares, on a à peu près 6 300 hectares en maîtrise foncière. Donc, c'est-à-dire, pour 80%, ça va être vraiment de l'achat de parcelles de la maîtrise, de la propriété, les 20% restants étant du bail emphytéotique. Pour vous montrer un petit peu l'ampleur de notre MFU, notre maîtrise foncière d'usage à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Et juste très rapidement, quelques autres chiffres clés. Donc, la gouvernance est assurée par un conseil d'administration qui est composé notamment de collectivités, d'acteurs publics de la protection de la nature. On a un conseil scientifique également. On est 121 salariés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et on travaille avec vraiment beaucoup de partenaires. On fait aussi de l'assistance technique, notamment en zone humide. On travaille aussi avec des agriculteurs sur nos sites gérés, notamment pour la mise en place de gestion pastorale. On gère aussi des réserves naturelles. On est aussi beaucoup animateur de DOCOM Natura 2000. Et on anime aussi des plans régionaux d'action. La transition est toute faite pour toi, Pierre-Yves. Après, je reviendrai, moi, pour présenter justement le travail qu'on fait avec le SINP pour faire remonter nos observations. Merci. Si tu peux défiler, je te laisse défiler les diapos. Ouais. Donc moi, je vous parlais de l'Atlas des papillons de jour d'Aquitaine, voilà, qui l'Atlas, que ce soit papillon ou autre espèce, c'est un outil qui se base d'abord sur des données, sur un grand nombre de données qui provient de bases différentes, avec donc des formats différents, de la qualité différente. Et un des premiers objectifs d'un atlas, c'est d'harmoniser un peu tout ça, de vérifier les données, d'avoir une certaine qualité, et qui permettent de produire des cartes cohérentes au final. Donc, je vous prends très rapidement l'historique du partenariat sur cet atlas, le rôle qu'a eu le SINP dans l'atlas et le retour rapide sur l'utilisation d'un outil de validation de données et la production de cartes au final qui a eu lieu pour cet atlas. Si tu peux passer, Thomas. L'atlas des papillons de jour, historiquement, donc on a eu une première phase de pré-atlas, donc c'était une synthèse des connaissances, regroupement des données et des données bibliographiques entre 1995 et 2015, donc qui est issu d'un partenariat entre donc, le CEN, la LPO et l'OFS à l'époque, donc qui est paru en 2016, avec un choix qui a été fait de produire des cartes par la LPO, avec donc à l'époque 190 000 données rassemblées sur cette période, ce qui est plutôt pas mal, mais qui a permis quand même de mettre en évidence un gros manque de connaissances sur la répartition générale ou sur certains groupes ou espèces qui manquaient sur le territoire. Et on était vraiment à cette époque au début de la base du SINP en région, avec à peu près 26 000 données papillons, ce qui était très peu à l'époque. Donc suite à ce pré-atlas, Thomas, si tu peux passer. On a donc décidé de lancer une démarche d'atlas.
donc avec une phase terrain, puis une phase de rassemblement des données, production de cartes et d'un atlas, d'un ouvrage papier. Donc toujours on reste sur la même collaboration, le conservatoire, la LPO et l'OFS qui est devenu Fauna entre-temps, avec cette fois-ci la production des cartes réalisées par Fauna. Donc qui a permis de produire des cartes qui sont intégrées à un ouvrage qui est sorti cette année. Et donc si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, je vous invite à le commander dans toutes les bonnes librairies de Nouvelle-Aquitaine. Petit message publicitaire en passant. Et l'objectif de cet atlas, c'était quand même, en dehors de l'ouvrage, qui valorise tout le travail bénévole, bien sûr, c'était d'avoir à disposition des cartes qui soient en ligne et disponibles pour tout le monde. Donc ça, ce sont des cartes qui seraient mises à disposition via Fauna. Le rôle du SINP dans ce programme, ça a été d'abord de regrouper l'ensemble des données, à la fois donc celles qui proviennent du national via l'USINP, celles qui viennent au SINP par le régional, les données d'autres bases, notamment Biolovision, et même de petites bases privées d'entomologistes ou d'autres structures qui ne fournissaient pas forcément au SINP. Ce qui nous a permis de rassembler sur la période 2000-2020 près de 443 000 données sur les papillons de jour. À savoir que ça a dû nécessiter une petite manipulation pour Fauna, donc au niveau du SINP, parce que les données non intégrées au SINP normalement ont quand même été utilisées, mais uniquement pour l'affichage sur les cartes et les diagrammes phénologiques. Elles n'ont pas du tout été intégrées à la base de données du SINP. Donc, une fois ces données regroupées, il a fallu aussi mettre en place un outil de validation spécifique aux papillons de jour qui correspondent aux critères de détermination, aux exigences que l'on avait pour cet atlas. Donc ça a été aussi développé. Et puis au final, l'objectif qui a été réalisé, donc de créer des cartes de répartition à l'échelle aquitaine en maille 10 par 10 et de créer aussi des diagrammes phénologiques sur la base des données accumulées. Je ne sais pas si ça passe. Voilà. Merci. Donc, premier retour sur l'utilisation de l'outil, notamment l'outil de validation de données qui a été développé via le portail Fauna, qui s'est avéré être un outil de validation efficace pour des jeux de données importants, plusieurs centaines de milliers de données à vérifier, et qui est efficace parce que donc il y avait une possibilité de tri intéressante et assez précis sur plein de paramètres, donc que ce soit bien sûr l'espèce, mais aussi la région, la date, le niveau de validation, voilà, l'historique de la validation également, et voilà, un ensemble de critères géographiques voilà, qui étaient très intéressants et qui a permis d'aller assez rapidement sur la validation. Si tu peux passer. Donc on a 2 niveaux de validation qui ont été développés, dont un niveau de validation automatique. Premier niveau, basé sur 5 critères, la localisation de la donnée, l'habitat, la détermination, la facilité de détermination, on va dire, de l'espèce, la phénologie et une validation, est-ce qu'il y a une validation producteur ou non. Tous ces critères ont été réfléchis et alimentés par les informations d'experts. Voilà, en sachant que la localisation, c'est par exemple par rapport s'il y a des données à proximité dans les mailles à proximité, l'habitat, donc ça c'est en fonction de ce qu'on avait fourni. La phénologie aussi, on avait fourni des dates de vol théoriques. Et la détermination, les critères de détermination qui sont à la fois établis au niveau national, puis qu'on a mis à jour avec l'Aquitaine. Donc 5 critères qui a permis rapidement de valider les espèces, on va dire, les plus simples à déterminer et les plus communes. Donc, et de cibler aussi rapidement les données qui sont aberrantes, parce qu'une donnée dans une localisation complètement décalée de sa localisation habituelle ou dans une phénologie complètement décalée de sa phénologie habituelle, ça met au moins une alerte et qui permet de vérifier la donnée, voire de la corriger si besoin. Il y a eu des limites à cette validation automatique, bien évidemment. Voilà, c'est une des premières limites qu'il y a eu, c'est qu'on a dû, parfois, lorsqu'il y avait une validation sur la base de données originelle, je pense à Collect, donc qui est la base de données du CEN, de revalider des données qui avaient déjà été soumises à un processus de validation qui était un peu différent, certes, mais qui était déjà validé. Donc ça a pris un peu de temps. Et face à ce problème, donc il y a eu une évolution récente, là, de cet effet qu'il y a un échange de validation maintenant entre Fauna et Collect en direct, et qui a été mis en place depuis, qui permet d'éviter ce problème. Autre difficulté, c'est sur les espèces, on a peu d'observations sur le territoire.
Et donc forcément, le critère localisation et le critère habitat ne marchent pas, ou alors est souvent indiqué comme erroné. Et donc, ce qui demande forcément pour ces espèces-là de passer en validation manuelle automatiquement. Et puis, il y a des problèmes des données, d'où le grand enjeu de la qualité des données envoyées au SINP, c'est des données sans date précise, à l'année, on va dire. Ou sur un mois, mais sans précision. Mais en tout cas, ça provoque souvent une validation non applicable, parce que une fois que le critère phénologique ne peut pas être appliqué, la donnée passe en non applicable. Vous avez l'exemple là juste à côté. Sur une donnée dans ce cas. Donc, il y a quand même pas mal de données qui étaient dans ce cas-là, donc ça a dû demander un travail manuel un peu important. Et donc, justement, sur la suite, la deuxième phase, c'est une validation manuelle, donc via l'outil de validation. Donc, comme j'ai dit, qui est facilité par le tri qui est possible, notamment par le niveau de validation automatique ou manuel déjà réalisé. Mais ça reste important pour des groupes, notamment les papillons un jour, où il y a énormément de données. Et puis, il y a cette problématique, effectivement, aussi sur les espèces dont la limite de répartition n'est pas administrative ou mal connue encore. Et là, je vous ai mis l'exemple, par exemple, du mercure andalou. Et la différence avec le mercure, qui reste encore assez flou par endroits, limité aux Landes de Gascogne et aux Pyrénées-Atlantiques. Mais du coup, on ne pouvait pas faire appliquer systématiquement par département, par exemple, que toutes les données de mercure étaient des données de mercure andalou. En sachant que c'était une évolution taxonomique assez récente, que ça demandait de repasser sur toutes les données anciennes pour lesquelles on n'avait pas l'information de la présence de cette espèce et qui étaient systématiquement notées en mercure. C'est un exemple. Mais donc c'est tout ce travail qui a été réalisé dans cet atlas et via cet outil développé par Fauna voilà, pour la classe. Donc en termes de réalisation, donc, il y a eu la production de cartes et du diagramme phénologique. Donc là vous avez deux exemples. De la même espèce, il me semble. Donc voilà, l'idée était de produire des cartes qui soient lisibles, cohérentes, avec deux périodes, sur 10 ans, 2010, 2020 et 2009, qui affichent donc toutes les données, même celles qui sont hors du SINP, que ce soit dans le diagramme ou dans la carte. Et c'est une mise en forme qui a été fait l'objet d'une discussion, voilà, avec des échanges avec l'équipe de Fauna, avec plusieurs possibilités. On a pu tester plusieurs choses et on en a ressorti avec cette carte qui, pour nous, pour les papillons en tout cas de jour, correspondait plutôt bien aux besoins d'affichage et à une bonne lisibilité. Et donc, le dernier aspect, c'est cette mise en ligne de ces cartes et des diagrammes phénologiques par espèce dans la page des référentiels espèces papillons de jour de Fauna, voilà, qui ne devrait pas tarder normalement. Voilà, je pense que vous aurez l'information quand ce sera réalisé. Voilà pour cet exemple rapide sur l'atlas des papillons de jour d'Aquitaine. Je laisse la main à Thomas sur les autres actions du CEN. Oui, merci Pierre-Yves. Je vais juste, moi, vous présenter le travail que j'ai réalisé avec Fauna et l'OBV sur la remontée j'ai bien insisté sur métadonnées et observations vers le SINP. Grégory et Anaïs en ont un petit peu parlé dans leur présentation et on parlait de passerelle. Donc, je voulais juste témoigner sur ce travail qu'on a mené conjointement. Un petit historique sur la gestion des données naturalistes au CNNA. J'en ai parlé lors de la présentation tout à l'heure du CEN. On est des producteurs de données importants, que ce soit en interne avec l'équipe salariée ou en maîtrise d'ouvrage avec des prestataires. Donc, on a très vite eu le besoin de centraliser nos observations. En 2019, on a eu une demande croissante de sollicitations de partenaires. Hein. Il y a eu des appels à contribution sur les listes rouges des mammifères non volants, des chiroptères, des papillons de jour. Les acteurs publics, notamment les financeurs, veulent pouvoir accéder au même endroit aux observations qu'ils financent. Et on avait énormément de sollicitations de plein d'organismes pour récupérer les données naturalistes directement gérées par le CEN en faisant des demandes directement à nous. Donc très vite, on a eu la nécessité de mettre en place un système d'envoi permanent et automatisé qui respecte les standards du SINP pour toutes les données qu'on produit.
2019, c'était aussi l'année où on a mis en place au CEN l'outil Collect. C'est un système open source de gestion et de valorisation des observations naturalistes et qui respecte les standards du SINP, ce qui permet d'être vraiment interopérable avec les bases de l'OBV et de Fauna. Donc Collect, c'est une base de données producteur, c'est-à-dire qu'on va centraliser les observations que l'on produit. Il y a un système de validation des observations qui arrive, tu en as parlé tout à l'heure, c'est ce qui est la validation producteur. J'ai mis en place aussi une gestion des métadonnées selon le standard SINP. Et chose très importante, on est vraiment dans le concept d'open data, c'est-à-dire que toutes les données sont disponibles en libre accès et peuvent être utilisées, et elles remontent surtout à SINP non floutées. Donc tout ça, bien sûr, dans le respect des données sensibles, en mode non connecté, on ne verra pas de manière précise les données sensibles. Donc, chose aussi importante, Collect, c'est ouverture uniquement aux salariés du CNNA, ce n'est pas une base de données grand public. Donc, aux salariés du CNNA, ses partenaires, bénévoles, les structures prestataires, par exemple. Il y a aussi de plus en plus d'organismes, notamment des experts indépendants, qui sont intéressés par Collect et qui rejoignent la base de données, on va dire, qui saisissent de la base de données. Il y a aussi une application de saisie mobile. Donc, au niveau du transfert automatique, je vais vous présenter un petit peu le principe de fonctionnement. Alors, le principe général, vraiment, c'est que toutes les observations qui sont dans Collect, qu'elles soient d'origine publique, puisqu'on a énormément de financeurs différents dans le cadre de nos missions, ou privées, on a des salariés qui saisissent de manière indépendante leurs données ou des bénévoles. Donc, toutes les observations sont remontées ainsi que leurs métadonnées associées. Si une donnée dans Collect ne remonte pas, on ne l'intègre pas dans Collect. C'est le principe de base de Collect. Et pour ça, on a mis en place donc, avec Fauna en 2020 et fin 2020 des chaînes de traitement automatique directement entre les bases de données, ce qui permet d'éviter de s'échanger des fichiers et qui permet une gestion vraiment plus fine de ces remontées de données. Donc pourquoi Fauna en 2020 et l'OBV très récemment en 2022, mais je l'ai expliqué juste avant, c'est qu'en 2019, on a eu beaucoup de sollicitations, notamment pour la faune. Excusez-moi. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment commencé avec Fauna. L'avantage aussi de cette chaîne de traitement automatique, c'est que la fréquence de mise à disposition est hebdomadaire. Au final, les bénéfices pour chacun des acteurs, pour le CNNA, c'est un gain de temps. Les envois sont automatiques, il n'y a pas d'export de fichiers, etc. Comme les observations sont mobilisables très rapidement dans le SINP, on n'a plus de sollicitations externes, ou du moins on les redirige vers le SINP. Pour Fauna et l'OBV, il y a du gain de temps aussi, puisque les métadonnées et les observations, elles sont directement gérées chez le producteur. Et pareil, les intégrations sont automatiques. Pour le CEN, et Pierre-Yves t'en a parlé tout à l'heure, on récupère les validations aussi automatiques et manuelles réalisées par Fauna. Donc c'est un échange, on envoie les données, mais on récupère aussi les validations. Pour Fauna aussi, ça assure une pérennité des données. Je parle de bancarisation dynamique. C'est-à-dire que toute modification d'un Collect est répercutée dans les bases de données. Ça, c'est vraiment intéressant, le fait de mettre une passerelle pour garantir justement cette pérennité de données. La qualité des données aussi est importante pour Fauna et l'OBV, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction de partage des données, elles sont vraiment précises et ça permet de faire des retours éventuels pour des corrections. Enfin, pour le CEN, ça nous permet aussi de valoriser vraiment le travail effectué par le CEN, notamment
par les métadonnées. Quelques statistiques générales sur les transmissions. Donc, on a à peu près, à l'heure actuelle, 190 000 observations qui sont remontées. Beaucoup moins pour la flore, donc c'est lié au fait qu'on a mis en place la plateforme très récemment. Vous voyez aussi le pourcentage ici des observations envoyées. Donc on voit qu'il n'y a que 70% des observations qui sont remontées à Fauna. C'est normal puisque pour le moment, on n'envoie que les informations, enfin que les données qu'on valide nous-mêmes dans Collect, ce qui représente donc voilà, 70% des données. Et dans les observations validées, il n'y a que 80% qui sont remontées. Donc ça, c'est lié aussi à la création des métadonnées puisque c'est vraiment la porte d'entrée dans le SINP. Ça représente en faune, voilà, presque 5900 taxons. Excusez-moi, décidément. Pour la flore, voilà, les chiffres sont vraiment assez faibles par rapport à la faune parce que, je viens de le dire, la plateforme est mise en place très récemment. Et pour finir, juste des statistiques par groupe. Donc on voit ici la flore avec en vert ce qui est validé côté collecte et en marron ce qui n'est pas validé. Et puis on a ici le graphique orange des données remontées au SINP. Donc on voit, par exemple ici on a le groupe oiseau où beaucoup de données sont validées. Il reste quelques données à remonter qui sont liées à la création des métadonnées. Donc pour la flore aussi, il manque beaucoup de validation. Et donc pour nous, le fait de mettre en place cette plateforme, on va pouvoir utiliser notamment toutes les validations automatiques de Fauna ou de l'OBV vont nous permettre d'envoyer nos données non validées maintenant, et ce qui va nous aider, nous, après, à faire de la validation producteur. Et comme la plateforme permet les échanges en temps réel de modification, ça nous permettra, nous, de corriger les éventuelles erreurs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Thomas, Pierre-Yves. En effet, comme dit Marie, un super travail d'interopérabilité, en tout cas avec les plateformes SINP. Donc merci beaucoup pour cette présentation. On passe tout de suite à celle du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques avec Céline Delacroix et François Hainaut. Je ne sais pas si... Bonjour. Ah, c'est bon. Merci François. Vous m'entendez? C'est bon? On vous entend et on a bien votre présentation à l'écran. Parfait. Donc on va... Comment dire, c'est qu'on va vous présenter peut-être deux illustrations sur un mode peut-être un petit peu différent de ce qu'on a pu voir ces dernières minutes. Entendu au sens où le département, c'est une collectivité, vous le savez. C'est une collectivité qui est maître d'ouvrage, donc on a naturellement besoin de fauna, enfin des bases de données qu'on évoquait à l'instant, pour alimenter naturellement un certain nombre d'études préalables aux travaux. Donc, d'une certaine façon, on contribue aussi à la production de données par les études que l'on confie à des prestataires. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que le département, vous le savez peut-être, est une personne publique associée et doit remettre un certain nombre d'avis dans le cadre de documents d'urbanisme, de schémas carrières, etc. Donc là aussi, on a besoin de consulter un peu ces bases de données qui concatènent véritablement l'ensemble des données naturalistes pour remettre ses avis. Puis le troisième point, c'est que le département initie un certain nombre de démarches au regard du contexte, de l'actualité, etc. Et c'est sur ce point qu'on va successivement prendre la parole. Donc je laisse peut-être la parole
à Céline qui va vous expliciter un premier projet. Je reviendrai sur le deuxième. À toi, Céline. On t'entend pas, Céline? Tu mets ton micro? Non, on t'entend pas. Bon, on a une petite difficulté. Bon. Tu veux que je Se prenne la parole? déconnecter, ouais, se déconnecter, se reconnecter, et puis en attendant, si vous pouvez Ouais, ok. assurer. Ok, ça marche. Donc le premier, je vais prendre la parole à sa place malheureusement, mais c'est un peu dommage parce que c'est quand même elle l'animatrice. Donc on a développé, suite à une consultation dans le cadre d'un appel à projet lancé par la région, un projet qui s'intitule Animo. Animo en espagnol, vous savez, ça veut dire allez, on y va, on s'engage. Et l'idée, c'était d'essayer d'appréhender la question des collisions routières. Vous savez qu'on est gestionnaire du domaine public routier et qu'on se doit effectivement d'appréhender les endroits où la biodiversité, naturellement, particulièrement animale, est percutée. Donc, on a été amené justement à jeter les bases d'une collaboration avec Fauna pour justement recueillir l'ensemble des données déjà existantes, bien évidemment. Donc, le SINP nous a été fortement utile. À côté de cette base de données, on a essayé aussi de récupérer d'autres bases de données qui avaient été produites anciennement par un certain nombre de partenaires, la Fédération des chasseurs, par exemple, ou d'autres acteurs. J'essaye de parler, on m'entend pas? Ouais. Allô? Oui, c'est bon. Si, Céline? c'est bon? Oui? Eh ben, vas-y, Impeccable. allez, je te Donc laisse. voilà. Je te laisse. Donc tu as bien introduit, donc François, le projet que j'anime effectivement. Donc je ne sais pas si tu l'as dit parce que je me suis déconnectée. Donc moi, je travaille pour la direction infrastructure routière du département. Donc voilà, côté patrimoine et moins sur les, enfin et même pas du tout sur la compétence ENS du département comme François. Par contre, je profite de l'expertise d'équipe de François pour travailler, bien sûr. Et donc là, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est comment on utilise les données de fauna. Enfin, d'ailleurs, on souhaitait contribuer au SINP par ce projet et aussi voilà, profiter des données déjà recensées dans le cadre de l'Observatoire fauna. Donc nous, tout simplement, on a mis en place un protocole de relevé de collision par nos agents. Donc c'est vrai que dès le début, on a voulu formaliser la donnée pour qu'elle puisse contribuer au SINP. Et on s'est tourné vers Fauna puisque c'est voilà, le référent régional pour ça. Et qu'on avait aussi cette volonté d'ouvrir le projet aussi aux partenaires du territoire pour récupérer la donnée. Donc, on cherchait aussi une structure qui pourrait voilà, mettre en commun toutes ces connaissances autour des collisions de faune sur le territoire. Donc, Fauna s'est avéré tout de suite l'outil idéal pour le projet. Et donc, c'est pour ça qu'on a, voilà, on a mis en place une convention de partenariat avec l'Observatoire pour la mise en commun surtout de ces données, puisque certains de nos partenaires, comme le CEN, contribuaient déjà, d'autres pas encore ou ponctuellement. Et puis nous, voilà, on avait aussi envie de formaliser cette contribution. Et donc, on a demandé tout récemment à Fauna de développer un espace projet dédié à animaux sur Internet. Donc voilà, j'ai fait juste une petite capture d'écran. Donc on n'a pas encore fait la publicité auprès de nos partenaires, c'est tout nouveau. Paul Fromage peut compléter si il a quelque chose à compléter là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment que les partenaires puissent rentrer sur le 64 sur le projet, déposer directement la donnée sans que ce soit moi qui la rapporte. Et puis ensuite, que chacun puisse utiliser ces données relevées pour leurs propres missions qui peuvent être différentes selon les structures. Donc nous, ça nous permet voilà, de faire ensuite des petites recherches ponctuelles par territoire sur telle ou telle espèce. Donc aujourd'hui, on est vraiment au début du projet. Donc on n'a pas non plus engrangé une masse de données, on vient plutôt alimenter ce qui a déjà été collecté par Fauna les années précédentes. Mais on commence à avoir quand même, sur certains territoires où on a commencé à avoir un relevé assez
précis, comme là où j'ai entouré en rouge sur la diapositive. Donc, c'est un territoire qui est assez actif en relevé. Et ça nous permet quand même de commencer à définir nos points noirs sur nos routes. Donc là, on demande aussi de nous aider à l'analyse. On demande aussi à Fauna de nous aider dans les analyses de ces points noirs. Donc là, c'est un exemple de carte qu'on a sorti cet été sur voilà, les tronçons de route qui ont plus de collisions que d'autres. Et donc, on les colore plus ou moins différemment selon la densité de points. Et donc après, nous, on va sur le terrain, voilà, on parle avec des experts, par exemple, ou des chasseurs pour préciser en fait les passages, les aménager, soit des aménagements ou voire de la signalisation qui peut nous aider à prévenir ces collisions. Voilà, donc ça, c'est un exemple du travail qu'on fait sur ce projet. Et ensuite, moi, j'utilise aussi ces données du SINP sur d'autres projets très ponctuels. Donc, par exemple, je travaille beaucoup en réflexion avec les équipes d'entretien des routes sur les fauches un peu alternatives ou raisonnées. Et donc là, ponctuellement, sur des projets un peu expérimentaux de tests de matériel, je vais voir sur les observatoires qu'est-ce qu'il y a comme données le long de ces routes. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'on vient de lancer aussi avec l'observatoire, avec l'OBV, un projet d'inventaire de flore patrimoniale le long de nos routes, justement pour avoir un projet un peu plus conséquent sur nos pratiques de fauche et avec une connaissance plus vaste que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis ensuite, sur des projets voilà, quotidiens de nouvel aménagement, en amont d'études environnementales qu'on est obligé de faire, souvent, enfin, on essaye de regarder aussi ce qui existe déjà comme données pour déjà avoir une idée de ce qu'on pourrait avoir comme procédure par la suite sur le projet. Donc voilà, là, moi, je vous ai dressé très rapidement comment on utilise ces observatoires. Et je vais te laisser la parole, François, s'il n'y a pas de questions sur de ton côté l'utilisation du SINP. Merci Céline. Donc je prends la parole sur un tout autre sujet. Alors moi je me présente, je suis le responsable de l'environnement au département des Pyrénées-Atlantiques. J'ai oublié de le faire, je suis désolé. Et donc Il y a une petite j'ai... question, du coup, il y a Pardon. une petite question dans le chat sur savoir si ces cartes de collision sont uniquement accessibles pour les partenaires d'animaux ou plus largement. Alors, dans l'absolu, elle pourrait être accessible à tout le monde. Après, je ne sais pas, et du coup, peut-être que Paul Fromage, il est en ligne, si l'espace projet animaux est accessible aux autres. Enfin, déjà, les cartes ne sont pas encore publiées sur cet espace projet. Après, moi, je peux les diffuser s'il y a besoin. Mais je ne sais pas si l'espace projet, par exemple, est accessible à tous les partenaires hors 64. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Alors, techniquement, on peut l'ouvrir, il n'y a pas de souci, avec juste une petite restriction concernant les données sensibles qui pourraient être affichées, puisque là, dans cet espace, on a fait le choix d'afficher les données au point. Donc, s'il y a des données sensibles parmi celles-ci, effectivement, elles seront floutées. Mais on pourrait très bien ouvrir des espaces projets comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'on fera pour certains autres projets. Donc voilà, si le choix du département est d'ouvrir, on pourra ouvrir. Merci. Peut-être peut-on rajouter que des départements qui se sont lancés dans les examens peut-être de zones collisiogènes sont peu nombreux en France, au nombre de 4 ou 5 à peu Oui. près, non? C'est ça. Oui, Le il y a Maine. peu de départements. Donc, il y a le Maine-et-Loire qui a une dizaine d'années de relevé de collision. Et ensuite, on avait les départements des Alpes qui étaient assez avancés, mais surtout, ils travaillaient via la fédération de chasse. En fait, c'est la fédération de chasse qui était chef de file sur le projet. Et ensuite, véritablement des protocoles comme ceux-là, c'est vrai qu'on les compte sur les doigts d'une main. On n'est pas énormément. Les Landes avaient envie de se lancer et la Gironde aussi, il me semble qu'ils se lançaient, la Gironde s'est lancée récemment aussi. Mais c'est vrai que c'est assez, oui, il y a peu de départements actuellement qui ont consolidé les données de cette façon, ouais.
Ok, donc je prends la parole sur la deuxième illustration, je vais aller vite. La question de la hiérarchisation du patrimoine naturel est quelque chose quand même qui nous anime depuis pas mal de temps, parce que naturellement, ça fait plus de 20 ans, effectivement, que l'amélioration des connaissances est véritablement sensible sur l'ex-Aquitaine notamment. On a amélioré grandement effectivement la situation, hein. On était quand même dans un pseudo-désert de connaissances il y a quelques années, en tout cas sur notre territoire. Et là, on a quand même bien avancé, mais on a besoin, nous, en tout cas collectivité, pour financer un certain nombre d'opérations, de parvenir à une hiérarchisation. C'est ce qu'on est amené justement à conduire. Il y a eu des explicitations là tout à l'heure au travers de quelques exemples qui montrent qu'on est en train de hiérarchiser grandement effectivement ce patrimoine. Alors nous, on a commencé en 2017 à essayer de réfléchir à ça et donc on s'est appuyé, bien évidemment, on a essayé de mettre en place une liste d'espèces animales et végétales sur lesquelles le territoire départemental était en situation de responsabilité. C'est ça, la responsabilité, elle cherche à répondre à la question que pèse un peu le territoire vis-à-vis de cette ou de ces espèces. Donc, on a essayé de travailler de cette façon et donc forcément, on s'est appuyé sur les bases de données qui existaient à l'époque, hein. L'OBV, on en a parlé tout à l'heure. L'ex-base Fauna, qui existait avant qu'elle ne s'appelle Fauna d'ailleurs, le SINP. On a travaillé à dire d'experts, c'est-à-dire qu'on a animé un certain nombre de sessions pour essayer de se mettre d'accord autour de l'établissement d'une liste, en s'appuyant sur un certain nombre de critères, hein. La question d'endémisme qui nous est chère dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la question des aires de répartition, du rôle fonctionnel aussi du territoire par rapport à certaines espèces. Et donc, petit à petit, on a abouti à une liste, d'abord de 170 espèces, et puis ensuite de 120, et on l'a réduite à 64 pour des raisons simplement de communication, vous le comprenez. Donc là, on a une petite illustration, l'œillet à fleurs géminées, l'œillet du Béarn, hein, comme on l'appelle ici, qui est très très localisé effectivement sur le pays d'Oloron et l'entrée de la vallée d'Aspe, qui était cartographié comme vous le voyez sur cette carte au niveau de l'OBV sur une toute petite partie de notre territoire. Voilà une petite illustration photographique d'un certain nombre d'espèces, bien évidemment, sur lesquelles le territoire est en responsabilité. Tout type d'espèces, hein, que ce soit des poissons, des amphibiens, des mammifères. Ça comportait aussi à la fois le domaine maritime, hein, puisqu'on a des animaux effectivement d'eau de mer, la montagne bien évidemment, des animaux d'eau douce. Voilà, donc on essayait de couvrir l'ensemble du territoire départemental. Alors cette liste, elle avait vocation à être opérationnelle, c'est-à-dire permettre finalement une couverture du territoire départemental. Cette liste avait pour but aussi de dégager des potentialités d'action vraiment significatives sur le territoire, couvrant tous les départements, tout le département et tous les compartiments que j'évoquais à l'instant. Un point important, c'est que pour nous, la nature, il n'y a pas que la nature extraordinaire, la nature protégée, la nature à statut, mais il y avait peut-être aussi place, peut-être, pour essayer de considérer un certain nombre de représentants de la nature ordinaire. Donc, par exemple, dans ces 64 espèces, on a considéré le hérisson, par exemple. Hérisson, d'ailleurs, sur lequel assez peu d'études scientifiques ont été faites, très curieusement, à l'échelle nationale. Des études éthologiques, par exemple, il y en a assez peu sur le hérisson. L'idée, c'était l'idée de la sélection de ces espèces, c'était naturellement qu'elles se déclinent sous des angles un peu différents en termes d'éducation à l'environnement, de sanctuarisation éventuellement de sites sur lesquels ces espèces étaient présentes, par exemple, et de favoriser le travail transversal entre les directions du département, mais pas que, à l'externe, bien évidemment. L'idée, c'était de faire aussi le lien avec des aspects plutôt culturels, des aspects historiques. Voilà à peu près les quelques éléments qui nous intéressaient pour définir cette liste.
Alors, ça nous a permis d'aboutir à un document de communication que vous avez là, hein, qu'on a intitulé les 64 Fantastiques. Ça donnait lieu à une petite brochure à destination des municipalités, de tous les acteurs du territoire, pour essayer de mettre en évidence justement cette responsabilité que j'évoquais. Et puis, ça a été suivi en 2019-2020 d'un appel à manifestation d'intérêt, d'un appel à projet qui a été lancé et qui a permis de faire un certain nombre de choses sur le territoire. Voilà quelques illustrations en termes d'amélioration des connaissances, de gestion des habitats, de renforcement des populations et puis bien évidemment de sensibilisation du public. Vous avez là, par exemple, sur l'amélioration de la connaissance, la carte réactualisée de la présence de l'écrevisse à pattes blanches, par exemple, hein, qui est une responsabilité importante du département. Mais vous avez aussi en bas à gauche un certain nombre comment dirais-je, de lieux de capture, recapture d'animaux et singulièrement d'oiseaux. Je pense tout particulièrement aux phragmites aquatiques. Alors, c'est pas la carte de l'oiseau considérée là, mais on a un certain nombre de lieux où on capture effectivement ces animaux pour essayer de les baguer notamment et de les suivre, d'appréhender le temps de stationnement, par exemple, sur les espaces naturels, etc. etc. Donc, il y a aussi un certain nombre d'études génétiques hein, qui sont conduites sur la moule perlière, par exemple, sur un certain nombre d'espèces. Fort de cette liste-là, on travaille aussi naturellement sur l'amélioration trophique et la gestion des habitats. En haut, la photo comment dirais-je, de sites en montagne pour l'amélioration trophique du grand tétra, par exemple, qui est une des espèces retenues. Et puis en bas, par exemple, la création d'une aire de frais pour le brochet aquitain, un brochet qui nous est tout à fait particulier. La génétique l'a montré ces dernières années. Le renforcement de population, par exemple, hein, le lâcher de bouquetins ibériques, par exemple, pour renforcer les populations existantes en vallée d'Aspe. Ça a été fait dans les années 2019-2020. Et puis là, on a en bas, par exemple, un travail qui est engagé sur la moule perlière que j'évoquais tout à l'heure, pour favoriser sa réimplantation dans la vallée de la Nivelle, par exemple. Et puis, bien évidemment, un certain nombre d'actions en matière de sensibilisation, des sorties nature. Et puis, une action que j'évoquais tout à l'heure sur l'histoire et la culture. On essaie aussi de développer un travail en direction des artistes, par exemple, sur ces questions. Voilà, donc, j'en ai terminé quelques illustrations un petit peu de ce dispositif. Merci de votre attention. Et puis, naturellement, je réponds bien volontiers à vos questions. Merci. Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation du dispositif. Il nous reste deux témoignages. Alors, je propose qu'on les fasse très rapidement à la suite, avant de faire la pause déjeuner, bien entendu. Donc, si Lyon, Capdeville m'entend, il veut prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, je démarre si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon PowerPoint, c'est parfait, très bien. Bon, merci de nous avoir invités à ce témoignage. Je fais partie du bureau d'études de Cimétis, je suis directeur d'études de l'agence de Canet-Jean. Donc, je vais aller très vite sur ma présentation, je vais pas parler longtemps. Je présente d'abord la structure. Donc, c'est un bureau d'études qui a été créé en 2005. On a deux agences, une à Canet-Jean, c'est le siège, en Gironde, et une à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. On est un bureau d'études en biodiversité, donc on fait les prestations classiquement réalisées par des bureaux d'études de ce type. Diagnostic faune-flore, les dossiers réglementaires qui constituent notre cœur d'activité, avec le volet biodiversité des études d'impact, et bien entendu les demandes de dérogation au régime de protection des espèces animales, végétales. On réalise également des études préalables par rapport à de la compensation écologique. Et puis enfin, des suivis faune-flore sur des projets aménagés pour vérifier l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction d'impact, mais également sur des espaces de compensation.
Donc on a une quinzaine de salariés répartis sur les 2 agences. Notre interface avec le SINP, notamment les bases de données collaboratives au niveau régional, FONA ou BV. Bon, mais bien entendu, vous l'avez cité, hein, les bureaux d'études sont les principaux demandeurs de données dans vos statistiques. Donc effectivement, nous, ce sont des données qui nous sont très importantes pour différents titres. Dans un premier temps, nous permettent de délimiter les aires d'études rapprochées pour regarder un petit peu si on a des espèces patrimoniales recensées autour des sites sur lesquels on est missionné, pour pouvoir en fonction adapter notre aire d'études autour. Elle nous aide c'est un peu une corollaire, mais elle nous aide à préparer et à dimensionner notre plan d'échantillonnage dans l'espace, mais également dans le temps, pour ne pas rater des espèces patrimoniales qui auraient été observées autour. Les types de protocoles également qu'on va mettre en place en fonction des types d'espèces qui sont présentes. L'Adriel parlera juste après moi, mais c'est vrai que ces demandes de communication, elles sont dopées aussi par l'exigence des services de l'État, hein, qui, dans leur process d'instruction, exigent ce travail préalable de collecte de données bibliographiques sur FONA, OBV, l'INPN et les atlas de biodiversité communaux, etc. Et ensuite, nous, on transmet nos données également, hein, ça fait partie du jeu. Donc, on est contributeur au SINP, donc sur la plateforme Dépôt Bio, quand on est sur des dossiers réglementaires de type de demande de dérogation, volet milieu naturel de l'étude d'impact, mais également sur les plateformes FONA et OBV dans les autres cas. On essaie de se structurer pour transmettre régulièrement nos données. Mais on a encore des progrès à faire, hein. Faut regarder la vérité en face. Mais on s'améliore chaque année. Donc en général, nous, on contribue annuellement, hein, à la fin de chaque année. On envoie des lots de données par rapport au processus qu'a présenté Paul Fromage tout à l'heure. Hein. On fait des transmissions groupées sur l'ensemble de nos études. Alors on m'a demandé, dans le cadre de ce témoignage, de présenter rapidement des études de cas pour illustrer un peu la manière dont on se sert des bases de données collaboratives. Donc indépendamment des demandes de communication qu'on fait systématiquement au démarrage de chacun de nos projets, il y a des utilisations un peu anecdotiques, un peu originales, que je vous partage aujourd'hui. Donc en ce qui concerne l'OBV, on a dû réaliser un plan départemental de conservation de l'agrostide élégant en Gironde. Donc l'agrostide élégant, c'est une petite graminée, une plante annuelle qui est protégée en France, qu'on avait rencontré sur un de nos sites projets et pour lesquels, en complément des mesures compensatoires déjà prévues, l'Adrial a demandé un plan départemental de conservation. Donc on a travaillé avec le Conservatoire botanique sud-atlantique sur cet aspect-là pour caler le protocole d'échantillonnage, essayer de préciser un petit peu le contenu de cette demande. Et là, on a dû faire appel à la plateforme OBV pour recenser toutes les stations de l'espèce, qu'elles soient connues actuellement ou alors des anciennes données qu'il fallait vérifier. Donc ça nous a permis de tout simplement caler notre insecte d'échantillonnage en mettant un effort de prospection sur les données anciennes pour réactualiser dans un premier temps les cartes de répartition à l'échelle de la Gironde. Donc ça nous a permis de mettre à jour la répartition, de trouver des nouvelles stations, et également de travailler sur des récoltes conservatoires de graines avec le CBNSA sur des stations vraiment très très importantes qui ont été découvertes dans le cadre de ce plan départemental de conservation. En ce qui concerne la faune, donc c'est un outil, encore une fois, indépendamment de ce que je présentais tout à l'heure, hein, sur des communications classiques. C'est un outil qui peut nous permettre, nous, à mieux justifier la localisation de certains espaces de compensation quand on doit donc aiguiller, orienter les maîtres d'ouvrage vers ce dispositif-là. Donc là, on fait appel à Fauna sur des demandes de données multicommunales, on va dire, autour des sites projets dans un rayon proche pour compenser au plus près de l'impact. On applique donc on reçoit des données de pointage d'espèces, donc on fait des demandes ciblées par espèce et par commune, et ensuite on applique des tampons par rapport aux capacités de dispersion théorique de l'espèce concernée. Ça nous permet, en croisant ça avec l'occupation du sol, de faire dégager cartographiquement une emprise
sur laquelle on va orienter les opérateurs qui travaillent pour le maître d'ouvrage lors des animations foncières, pour ensuite y localiser plusieurs espaces que nous, ensuite, on vient expertiser, vérifier l'éligibilité et surtout la justifier. Voilà, donc j'ai présenté quelques études de cas. Je ne prends pas la parole plus longtemps pour laisser le temps aux intervenants qui me succèdent, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Il n'y a pas de questions dans la conversation. Vu l'heure, tout le monde est à l'apéro. Non, je plaisante, on est quand même encore nombreux connectés, on est plus de 155, donc merci de votre patience. Je te laisse la main, Arnaud, pour la suite. Ouais, pas de souci. Ouais, donc merci beaucoup pour cette présentation très rapide. Donc il nous reste une dernière présentation, l'Adréal Nouvelle-Aquitaine avec Chloé Lagnès. Donc Chloé, si tu veux bien te prendre la main pour clôturer en beauté. Est-ce que vous voyez le diaporama? C'est bon, on entend. Et vous entendez, vous voyez le diaporama? C'est bon, Arnaud, tu me dis? Très bien. D'accord. Donc là, je vais vous faire un témoignage rapide. Je ne vous retiendrai pas beaucoup plus longtemps. J'en ai pour 5 minutes maximum. Donc, moi, je suis Chloé Lagnès. Je suis une chargée de mission sur la réglementation, l'application de la réglementation relative aux espèces protégées en Charente et en Charente-Maritime à l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que c'est la réglementation d'espèces protégées d'abord? Donc, qu'est-ce qu'une espèce protégée? Une espèce protégée, c'est une espèce qui est visée par les arrêtés ministériels, par des arrêtés ministériels, soit faune, soit flore, sur lesquels un régime général d'interdiction s'applique. Donc, notamment pour les individus, il est interdit de porter atteinte aux spécimens, donc de détruire, de perturber ou de capturer les spécimens, mais également de les détenir, de les transporter ou de les vendre. Donc là, on parle bien des individus. Et après, il y a une deuxième notion qui est sur les habitats d'espèces. Et donc là, il est interdit de détruire, d'altérer ou de dégrader des habitats d'espèces de reproduction ou de repos, utilisés ou utilisables, qui remettraient en cause le cycle biologique de l'espèce. Donc, ce contexte a défini un système de protection strict des espèces auquel il est possible de déroger par un dispositif dérogatoire qui est strictement limité et encadré par le Code de l'environnement. Si vous voulez plus d'informations sur la réglementation, il y a un webinaire qui est accessible sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine qui était à l'attention des bureaux d'études sur la mise en œuvre de la réglementation espèces protégées pour les projets d'aménagement. Donc là, je vous montre quelques espèces protégées. Donc, il y en a pas mal qui ont été citées un peu plus tôt, notamment le sonneur à ventre jaune, le crapaud aux yeux en cœur, le lézard osselé, c'est un autre exemple, le grand rhinolophe. En espèce phare qu'on retrouve souvent, c'est l'outarde canepetière ou encore le vison d'Europe. On a aussi l'angélique des estuaires comme exemple pour la flore. Nous, comment à l'Adréal, on utilise les données qui sont disponibles sur le SINP? En fait, on les utilise par les applications, donc l'Observatoire de la biodiversité végétale, abrégé OBV, sur lequel on peut accéder à de la donnée localisée. Donc là, par exemple, on a accès à de la donnée à une maille de 100 mètres par 100 mètres. Et donc, on va pouvoir cliquer sur ces mailles et voir, du coup, quelles sont les données connues. Ce qui nous permet, donc, quand on prend des mailles plus larges aussi, de savoir ce qui est les espèces présentes aux alentours d'un projet pour lequel une demande de dérogation aurait été déposée, et donc de voir si les dates de prospection sont bien corrélées avec les espèces qui auraient pu être trouvées. Donc, ça nous donne une première idée des espèces qui sont susceptibles d'être présentes, parce qu'on sait qu'elles sont présentes autour. Donc après, on a accès à de la donnée, donc on a l'indicateur de validation, le nom de l'espèce, donc là par exemple c'est l'odontide de Jaubert, et la date de la dernière observation.
Pareil, pour la faune, on va accéder du coup à la donnée par fauna. Donc, on peut accéder à la donnée de manière donc, plus ou moins précise. Donc, nous, on va pouvoir accéder jusqu'à la maille 100 mètres pour la donnée générale, mais on peut aussi accéder à de la donnée vraiment, enfin voilà, les points qui ont été géoréférencés pour certaines, enfin pour donc la plupart des données. Donc après, nous, un projet en général, on va prendre une maille 100 mètres, ça va suffire pour avoir une donnée. Donc on ne regarde pas trop la donnée très précise, sauf si on veut contrôler un dépôt. Donc, en effet, en fait, il y a une obligation de transmission des données environnementales qui sont acquéries dans certains cadres, notamment dans le cadre de la dérogation espèces protégées. Et donc, nous, à la fin de l'instruction, on va aller vérifier donc, que le pétitionnaire a bien déposé les données qu'il a acquises dans le cadre de son étude. Et donc, on va demander le certificat de dépôt, donc, ce qui s'appelle certificat de dépôt d'un jeu de données biodiversité, donc, qui est remis par le SNP. Et on va aussi indiquer dans nos arrêtés cette obligation qui continue au-delà de l'état initial et donc qui s'applique aussi au suivi. Et donc ça, on va l'indiquer dans notre arrêté et on indique aussi comment faire. Et après, on peut du coup contrôler, nous on a accès aussi pour l'ADREL, contrôler que ces dépôts ils sont bien faits et ils sont conformes. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon appétit. Eh bien, merci beaucoup Chloé pour cette présentation expéditive. Donc désolé pour le retard qu'on a pris. Du coup, donc on va faire la pause déjeuner. On était censé reprendre à 13h35, on va se donner 5 minutes de plus. On reprendra la plénière à partir de 13h40. Ça ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur l'horaire des ateliers. En fait, on ne peut pas décaler davantage parce qu'il y a peut-être des personnes qui seront là que pour les ateliers cet après-midi, donc qui ne sont pas forcément informées du retard qu'on a pris ce matin. Donc c'est pour ça on vous propose de reprendre à 13h40. Voilà, merci beaucoup, bon appétit et à tout à l'heure, j'espère. Merci Arnaud, à tout à l'heure.